On repart les amis, on repart avec Vincent Huguet qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Le cofondateur de Malt et donc construire le futur du travail. J'ai appelé ça construire le futur du travail. Ton sujet c'est le freelancing, hein, Vincent. Depuis combien de temps d'ailleurs? Je ne me souvenais plus. Depuis 2013, mais la première fois qu'on s'est vus, nous deux, c'était en 2015, je me souviens. Oui, c'est ça, mais c'est 2013. Ouais. 2013, Malt. on a commencé. C'était vraiment 2 années au début de bootstrapping, on va dire, comme on dit. Et première levée de fonds en 2015. Et donc à ce moment-là, c'est les indépendants. Donc Malt est une des plateformes, j'allais dire nombreuses, non, il n'y en a pas tant que ça. Et puis surtout, vous, c'est 200 millions d'euros de volume d'affaires, c'est ça, hein, c'est ça, Vincent, sur cette année, ouais. 250 000 travailleurs indépendants. Sur 3 pays européens, donc Allemagne, France et les 250 000, c'est sur les 3 pays européens aussi? Voilà, ouais, avec une majorité quand même qui reste sur notre pays historique, qui est la France. Mais c'était un moment... Globalement, les métiers de la tech, globalement, les développeurs, l'ensemble des... Voilà, c'était eux qui étaient en fait massivement freelance et qui avaient besoin de plateformes pour les accompagner. Là, et d'ailleurs, tu lèves combien? 80 millions d'euros, c'est ça? 80 millions d'euros, ouais. J'ai l'impression, pour justement aller, et ton sentiment, c'est que ce freelancing va se répandre partout. Oui, et puis le Covid, je pense, nous a fait gagner 3-4 ans d'évangélisation. Ne serait-ce que côté des entreprises où ils nous regardaient un peu bizarrement, ils se disaient c'est quoi les freelances, on n'arrive pas à bien comprendre. Aujourd'hui, la vision du travail évolue. Et en plus, beaucoup de gens, pendant ces confinements, se sont posés des questions. Et on a vu sur le premier trimestre des chiffres records de gens qui s'inscrivent sur la plateforme. On est aujourd'hui à 8000 à peu près par mois qui nous rejoignent en France. Des indépendants? Voilà, qui n'étaient pas forcément indépendants avant, qui n'étaient pas forcément freelance et qui s'inscrivent sur Malt aujourd'hui. Quelle catégorie de métier? Alors ça reste évidemment beaucoup sur la tech, le design, voilà. Mais on voit des fonctions, les fonctions qu'on appelle support des entreprises, ça peut être des achats, des RH, de la finance qui viennent, des fonctions aussi un peu du management de transition qui étaient avant un peu très rares finalement et qui sont de plus en plus recherchées aussi par les entreprises. Et toi tu dis, il faut absolument pas avoir peur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est d'ailleurs toujours, je tiens à le dire, contesté par l'INSEE, hein. L'INSEE, alors je n'ai pas les tout derniers chiffres, mais enfin encore récemment, l'INSEE disait non, il n'y a pas une hausse particulière du freelancing. Bon, voilà. Alors c'est super compliqué à mesurer parce qu'il y a les indépendants dans tous les domaines, les cols bleus, les cols blancs. Ouais. Nous, ce qu'on regarde sur vraiment les cols blancs, services B2B, services aux entreprises, c'est qu'il y en a à peu près 1 million. Si on prend vraiment la tech, la transformation digitale, on va être autour de 600-700 000. Et vraiment, ce 1 million, lorsqu'on a commencé, lorsqu'on s'est vu la première fois, il était autour de 600 ou 700 000. Donc, on a une croissance d'à peu près 11% par an. On n'a pas du tout cette croissance-là sur les autres catégories de métiers, sur les CDI, CDD ou même intérim. Qu'est-ce que tu leur apportes? Justement, pourquoi est-ce que, alors je vais préciser ma question, ces freelances qui prennent leur liberté, iraient se mettre une corde au cou, avec Malt ou avec d'autres plateformes? Je dirais qu'on augmente quelque part leur activité, c'est-à-dire qu'ils sont très bons sur un domaine, ils vont être développeurs, ils vont être chefs de projet, et nous on va leur amener quoi? On va leur amener des clients, deuxièmement on va sécuriser les paiements, et troisièmement je pense qu'on va leur amener un sentiment de communauté. Lorsqu'on se met freelance, on le fait par choix, hein, on le mesure chaque année, c'est 90% qui nous disent c'est un vrai choix, mais c'est vrai qu'on peut se sentir un peu isolé. Et le fait de se regrouper avec d'autres freelances, après Covid, on faisait 300 événements par an, où vraiment on organisait ces événements, les freelances pouvaient se retrouver. Maintenant, on les fait online, évidemment, et ça marche hyper bien, ça s'appelle les Malt Academy, c'est des freelances qui forment d'autres freelances. Donc ce sentiment de communauté, cette sécurisation des paiements et surtout trouver des nouveaux clients, c'est pour ça qu'ils viennent. Et tu fais du profiling aussi? C'est-à-dire ? Quoi, c'est-à-dire c'est-à-dire que, un peu comme tu as aujourd'hui suffisamment de technologie pour comprendre que tel profil d'entreprise va correspondre à tel profil de... Oui, mais on l'appelle, c'est du matching. Donc, du matching, c'est vraiment basé sur une solution. Donc, on est à la base un moteur de recherche, en fait. Et on va apprendre, plus on va avoir des matchings qui sont faits entre l'offre et la demande, plus le matching va être précis. Et effectivement, on va pouvoir mesurer ça et l'optimiser en permanence. Mais alors, tu dis, ces indépendants, ils ont besoin de se retrouver, etc. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir quand même se poser la question de leur représentation collective ? Alors, quelle représentation collective? Oui, je pense que le fait déjà de pouvoir se regrouper, pouvoir parler avec d'autres, pouvoir aussi, beaucoup vont sur Malt, vont regarder les tarifs des autres, vont regarder les profils des autres. Avant, c'était quelque chose un peu d'opaque. Ah, c'est intéressant ça. Là, on a amené de la transparence en fait. Comment dans ce métier. Mais les tarifs sont publics? Les tarifs sont publics, les gens affichent. Voilà, un tarif indicatif, bien sûr, parce qu'ensuite, il va dépendre de la mission, dépendre du client. Mais ils vont afficher quelque chose. Et puis, nous, on va publier des datas, on va publier des baromètres. On va pouvoir dire, voilà, un développeur sur Paris, dans tel techno, ça gagne en moyen de temps. Et ça, c'est des choses qui leur permettent de mettre le pied à l'étrier.
Souvent, ils ont très envie de devenir entrepreneurs, mais ils n'ont pas l'information pour. Et nous, on leur donne cette information. Et surtout d'arriver devant le client ou devant l'entreprise en ayant un référentiel, quoi. Et en disant, je vaux tant, regardez, c'est validé par Exactement. Et sur la question de pourquoi ils viennent sur Malte, c'est aussi parce qu'ils vont construire une réputation sur Malte. Plus ils vont faire de missions, plus ils vont pouvoir, quelque part, augmenter leurs tarifs. Alors que sur mon profil LinkedIn ou sur mon CV en général, tout ce que j'ai fait avant n'est pas affiché. Là, tout ce que j'ai fait avant avec mes clients de façon positive est affiché. Et on a des super histoires de freelance qui ont doublé leur prix en 3 ans, par exemple. C'est réservé aux grandes entreprises ? Non, pas du tout. Et c'est ce que recherchent aussi les freelances sur Malte. C'est qu'ils vont trouver à la fois des PME, des startups, et des grands comptes. On travaille avec 80% du CAC 40, mais ils apprécient, si je le prends côté freelance, ils apprécient de pouvoir passer d'une mission de, je sais pas, une semaine avec une start-up super pointue à ensuite 6 mois dans un grand groupe du CAC 40. Et c'est aussi ce qu'apprécient nos clients CAC 40, c'est le fait qu'ils viennent polliniser quelque part cette culture digitale chez eux. Alors, les grands groupes, ils sont quand même en pleine... enfin, c'est pas réglé, hein, ils sont en pleine introspection sur cette histoire-là. Il se trouve que je travaille avec un certain nombre d'entre eux sur cette question parce que ça m'intéresse énormément. Juste leurs questions, les questions qui se posent. Enfin, question toute bête, par exemple, qui doit gérer les freelances ? Est-ce que c'est les achats ou est-ce que c'est les ressources humaines ? Et historiquement, c'est les achats. Historiquement, c'est les achats. Nous, Sauf que c'est quand même des ressources humaines, voilà, c'est clair. Nous, on milite pour que les ressources humaines, au moins s'y intéressent, au moins travaillent sur l'onboarding de ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des freelances qui, des fois, vont faire une mission de 6 mois ou 1 an, qui sont là depuis très longtemps. Mais ça existait dans le conseil en général. N'importe quel consultant peut passer 2 ans dans une entreprise à la défense et finalement ne pas avoir été onboardé sur quelle est la mission de l'entreprise, quel est son historique, quelles sont ses valeurs, pourquoi on est là en fait. Donc nous, on pense que oui, les RH doivent être impliqués. Mais l'interlocuteur principal, c'est généralement les achats. Donc il faudrait, à la limite, bientôt, on va avoir un référent. Il va y avoir aux achats déjà un référent carbone. Il va falloir un référent indépendant, tu crois ? Mais il y a une catégorie... Qui sera en lien avec les RH. C'est un bon point, c'est qu'il y a une catégorie déjà prestations intellectuelles. Il faut voir qu'une groupe du CAC 40 dépense entre 500 millions et 1 milliard à l'année en prestations intellectuelles. C'est gigantesque, en fait. C'est vraiment une des principales catégories d'achat. Donc, il y a une catégorie d'acheteurs dédiée à ça. Maintenant, on voit de plus en plus des RFP, des appels d'offres, dédiés au freelancing. Pourquoi ? Parce que ces entreprises nous disent, dans 5 ans, ce 1 milliard, on sait qu'on va en dépenser 20 à 30% sur les freelances. Donc, ils ont une catégorie d'achat, une sous-catégorie d'achat des prestations intellectuelles qu'ils sont en train de créer pour ça. Bon, tu comprends que petit à petit, il y a quand même de légers risques de destruction du tissu social, on va le dire comme ça, Vincent. C'est-à-dire, est-ce que tu imagines un futur ? C'est Alain Madelin, il y a de nombreuses années, qui m'avait décrit ça. En fait, de l'entreprise qui devient un agrégateur de talents, qui définit les missions, qui a la vision stratégique, qui a la pensée, qui a les capitaux, et puis qui agrège les talents au fur et à mesure de ses besoins, etc. Et tout. Non, c'est vrai. C'est compliqué d'imaginer un monde comme ça. Oui et non. Le salariat, si on prend l'histoire dans la plus longue durée, finalement, c'est assez court. C'est 150 ans. Oui, même vraiment le début du Fordisme, etc. Voilà, c'est ça. Donc je pense, moi je ne crois pas que demain on sera tous freelance. Je ne crois même pas qu'on sera forcément à 50-50. Nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on a 250 employés. On a des employés avec des stocks options qui sont impliqués sur la durée, qui choisissent finalement d'être exclusifs pendant un moment de leur vie sur un projet. Et de l'autre côté, on aura de plus en plus des gens qui veulent être experts sur un sujet, rester sur cette expertise, pas forcément jouer le jeu de continuer, d'évoluer dans une entreprise, devenir manager, mais de rester expert. On aura les deux. Finalement, on ne s'est jamais trop posé la question dans le passé de est-ce que un notaire, un médecin, n'importe quelle profession libérale était dans la difficulté et pourquoi ça existait. On a la même chose aujourd'hui sur des gens qui sont développeurs, data scientists, product managers, etc. Et ça marche avec tout ce qu'on nous raconte maintenant sur, tu l'as dit d'un mot, le sens, l'entreprise à mission, le collectif, enfin tu vois, tout ce qui est la nouvelle dimension de l'entreprise. Oui, et ce qu'on voit et ce qu'on lit de plus en plus, c'est que les gens, et en particulier les jeunes générations, mais pas que, choisissent plus des fois un projet. Et donc ce projet, effectivement, peut être lié à une mission, peut être lié au sens de l'entreprise, mais un projet, une équipe, qu'une entreprise. Donc ils vont rejoindre pendant 2-3 ans, mais que ce soit en CDI ou en freelance, à la limite, c'est la même chose. Ils vont rejoindre un projet, ils vont se dire, voilà, je vais travailler dans cette grande entreprise, elles ont ce sujet-là pendant 3 ans, ce sujet me passionne, l'équipe qui est dessus m'intéresse, et je vais travailler là-dessus. Ensuite, je verrai. Tu penses qu'il faut un tiers statut ? Enfin, j'avais lu un papier de toi qui disait... N'ayons pas peur, comment t'appelais ? Ouais, n'ayons pas peur du futur du travail. Et j'ai cru comprendre que tu avais dans l'idée qu'il faudrait
une sorte de tiers-statut entre le salarié et l'indépendant. Non, ça c'est pas moi, mais pas forcément. Je pense qu'il faut peut-être clarifier certaines choses pour dire, mais ce sont des gens qui ne sont pas dans l'illégalité. Au contraire, ils payent des charges sociales, ils en payent beaucoup même, ils gagnent bien leur vie, il n'y a pas de sujet de précarité. En revanche, les questions qui se posent souvent vont être sur des questions de col bleu. Et c'est là des fois où on mélange un peu tout. C'est-à-dire qu'on va mettre des plateformes qui ont un certain fonctionnement sur des profils col bleu et d'autres des populations. Tu veux dire, on mélange mal tes Deliveroo, quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais. Et il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire que l'un fonctionne avec un modèle économique, l'autre avec un autre. Par exemple, nous, on ne détermine pas le prix, on ne détermine pas combien est payée la personne. C'est lui qui le détermine. Et ça change tout. Ça n'a rien à voir. Ensuite, c'est des populations différentes. Après, moi, je ne jette pas la pierre à Deliveroo ou autre. Je pense que leur modèle économique est adapté à un autre type de population, à un autre secteur, mais en fait, qui n'a absolument rien à voir. Donc, ah si, alors je crois que, tu sais, alors pour le coup, pour les connaître aussi, beaucoup de ce que tu viens de dire depuis plus de 10 minutes qu'on se parle, bien sûr, résonne aussi, ils diront cette volonté de liberté, cette volonté résonne aussi pour eux. Hein. Moi, je peux un peu moins être leur porte-parole oui, tout à fait. C'est moins les freelances que je côtoie, mais j'imagine que oui, c'est des gens aussi qui font ça pas que par nécessité, mais par envie de liberté, par envie de flexibilité. Et c'est la première raison. Nous lorsqu'on interroge notre communauté, ils vont nous dire oui, je vais gagner jusqu'à 30-40% de plus, ce qui compense quelque part la flexibilité, mais c'est surtout avant tout pour une liberté. Et liberté de choisir les projets, comme on en parlait. Il y a une French Touch pour elle, parce que tu te développes à l'international. Il y a une grande entreprise concurrent, freelance.com, qui cotée en bourse, qui aussi fonctionne bien. Il y a une spécificité française, là, par rapport à vos concurrents européens? Je crois qu'il y a probablement quelque chose. Il y a des acteurs un peu partout. Ouais. C'est assez facile, quelque part, de commencer une plateforme de freelance. Après, quand on commence à vouloir y mettre justement de l'intelligence artificielle pour le matching, quand on commence à vouloir y avoir des milliers de clients d'un côté, des centaines de milliers de freelance, là, ça devient compliqué. Mais je pense, oui, qu'il y a eu comme... un peu comme on a eu avec Blablacar, par exemple. Il y a eu une vision un peu française je sais pas, c'était l'époque, lorsque nous, on a commencé, on parlait de consommation collaborative. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là, derrière, qui sous-tend tout ce qu'on est en train de faire. Ouais. Ben oui, c'est parce qu'on est face à de tels carcans qu'on est les premiers à vouloir les faire sauter. Tu vois. Il y a ça aussi. Bon, bonne route, Vincent, merci. Et tu es en Allemagne, hein J'habite en Allemagne. Tu es parti en Allemagne pour monter l'Allemagne, en fait. Hein, c'est le plus gros marché d'Europe continentale. Comme Babylou, comme Rodolphe Karl. Babylou, exactement, j'en avais parlé avec lui. Ouais. Gros succès. Et il faut faire ça, en fait. Et en fait, on ne les connaît pas. De l'autre côté du Rhin, on est voisins, c'est notre premier partenaire économique. Et je pense qu'ils ont envie de travailler avec nous, ils ont envie de travailler avec des entreprises françaises, mais il faut montrer qu'on est présent, il faut montrer que c'est un marché super important pour nous et pas le faire à moitié. Donc c'est pour ça que je suis parti là-bas. Vincent Huguet, le cofondateur de Malt, était notre invité sur Bismart.